Et bonjour tout le monde, bienvenue, re-bienvenue sur le dernier live de Pandival 2026. Merci d'être encore là, aussi nombreux et nombreuses. Ça nous Incroyable. fait super plaisir que vous nous ayez suivis jusque-là. Comme vous voyez, on commence un peu à fatiguer, on n'arrive plus trop à faire des phrases correctes, mais c'est la dernière ligne droite et ça vaut le coup. Parce que on est là pour l'annonce du prix Fandival. D'ailleurs, non, pas si tu veux changer le titre Ah du oui, live pendant que je fais tout le blabla. Donc je suis avec, je vous les présente même plus, vous les avez vus tout le week-end, mais donc Norpa, Ipiu, Adeline et Kélébriane, nos meufs sûres, hein, comme on dit. Euh, et John, notre gars sûr, comme on dit aussi. Exactement. Je vous fais un dernier appel, c'est le dernier moment pour participer aux jeux réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, il est encore temps, faites une story sur votre profil public Instagram, taguez les quatre assos et vous pourrez gagner un lot parmi des livres de j'arrive pas, Hugin and Munin, Game of Thrones, la chronique intégrale des 8 saisons, dans les coulisses de House of the Dragon ou Game of Thrones et les origines de la saga. Et vous pouvez aussi gagner la trilogie Seigneur des Anneaux. Donc il est encore temps, allez-y, faites de la pub jusqu'au bout. Et on vous donnera tout à l'heure à mi-chemin, évidemment, le dernier indice du jeu mots croisés, pour lequel il y a aussi beaucoup de lots à gagner. Euh, et qui restera ouvert, je sais plus ce qu'on a dit, un mois, je pense, pour que vous ayez le temps de regarder les replays des C'est émissions que vous ça, avez loupées. jusqu'à fin février, vous aurez tout sur fandival.fr, que ce soit la grille vierge ou les liens pour la remplir, pour participer. Et puis la date de fin, tout simplement. Voilà. Et évidemment, on a aussi des lots à vous donner pendant cette émission, donc comme d'habitude, restez attentifs. Et du coup, qu'est-ce que c'est le prix Fandival? Je vais vous faire un petit récap de ça. Il y en a qui ont réussi à échapper à toutes nos communications autour de ça sur les derniers mois. Euh, Petit retour en arrière. Donc l'année dernière, après la première édition du Fandival, on s'est dit, première chose, on s'est dit, ok, c'était cool, on recommence l'année prochaine. Et deuxième chose, on s'est dit, c'était vraiment trop facile. On va rajouter l'organisation d'un prix littéraire, un prix littéraire qui reflèterait les goûts de nos communautés de fans de lecture de l'imaginaire. On a réfléchi, pas très longtemps, on s'est dit, ok, c'est parti, let's go. Et après, on a réfléchi un peu plus longtemps aux modalités. Donc, on s'est dit, ok, on prend les nouveautés de l'année. Donc, pour le timing, on s'est dit, on va faire de été à été, parce qu'il fallait que ça soit faisable ensuite de lire les livres pour le Fandival de janvier. On s'est également dit qu'on voulait continuer à encourager tout ce qui est littérature francophone. Donc on allait séparer en deux prix. Un seul, c'était trop facile de toute façon. Donc on a fait un prix international, donc avec que des livres qui ont été traduits en français sur l'année, et un prix francophone. On s'est dit qu'on limitait au tome 1. Et après, on a dit, OK, bah, chaque asso est responsable en interne de nommer un livre, donc un livre qui répondait aux critères. Donc chaque asso a réuni ses propres comités, a réfléchi, et on s'est réunis les quatre assos. On a dit, OK, qu'est-ce qu'on a comme suggestion? Est-ce qu'on a trop de choses en commun? Non, ça va. Et donc on a abouti à des listes de deux listes de quatre livres que je vous récapitulerai après. Et on a commencé à lancer notre com autour de ça. Donc, on a fait des vidéos club de lecture pour parler de chacun des livres. On en a parlé sur les différents réseaux. La Gazette a fait un club de lecture pour débriefer. Et on a lancé un vote ouvert à n'importe qui, tout lecteur ou toute lectrice d'imaginaire pouvait venir participer pour classer en fait ses œuvres. Donc ça nécessitait d'en avoir lu au moins deux, évidemment, parce qu'avec une œuvre, il n'y a pas de classement. Et ça nous a permis de déterminer en international et en francophone quelles étaient les œuvres plébiscitées pour le prix Fandival 2026. Et donc, sans plus attendre,
Je ne sais vraiment plus parler. Les nommés Plus étaient... personne ne le sait. Plus personne ne sait. Les nommés du prix international étaient donc Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman, traduit par Chloé Atangana et paru chez Lorston. Le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison, traduit par Ludivine Fournier et paru chez Gauter. Le livre qui refusait de brûler de Marc Laurence est traduit par Claire Kreuzberger et paru chez Brajlon. Et Starling House de Alice E. Harrow, traduit par Thibaut Elliroth et paru chez Hachette et Rose. Et le gagnant Tu veux que je te mette le compte pour la fin de la présentation pour te réveiller? Je ferai un roulement de tambour là. Et donc le gagnant en nommé international est Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. Bravo! Donc bravo, félicitations à ce livre. Et on a une petite surprise, une première petite surprise qui est que vous allez pouvoir gagner le tome 1 de Dungeon Crawler Carl ainsi que des stickers. Donc on a 2 fois ce lot à vous faire gagner. Donc on va avoir un tirage au sort qu'on va lancer maintenant et un tirage au sort qu'on lancera un petit peu après. Parce que avant de lancer le deuxième tirage au sort, on a une autre surprise qui est qu'on a un invité spécial De qui est là Marc. avec nous. Qui est tadadada, roulement de tambour encore. Je sais pas du tout faire les roulements de tambour non plus. Tadam! Et Robin Batté, l'éditeur donc de Dungeon Crawler Carl chez Lorston. Bonjour, bonjour. Hello, Bonjour Robin. Donc bonjour Robin, merci d'être avec nous. Ah bah, merci à vous de m'avoir invité et merci pour le prix, d'avoir été sélectionné. Déjà, c'était hyper cool, on était hyper contents quand on l'a appris. Mais en plus de gagner et d'être invité sur le live, je suis doublement ravi. Ah, nous aussi, écoute, ça nous fait super plaisir que tu aies pu venir te libérer. Et du coup, bah, on va en profiter, évidemment. On a préparé quelques petites questions pour en savoir un peu plus sur toute l'aventure de Dungeon Crawler Carl. Dans le chat, si vous avez des questions que vous voulez qu'on pose, n'hésitez pas à les mettre. J'essaierai de suivre. Et en fonction du temps qu'on a, je les poserai. Voilà, et en attendant que le chat pose ses petites questions, on va commencer tout de suite par la question de Kelly Brian. Bonjour. Félicitations. Princesse moi, ma Donut question- vous remercie grandement. Ah oui, l'invité sur Donat! Elle est Ah. là. T'es là, Donut a mis sa tiare exprès. Et Donut, merci. Adopté exprès pour l'occasion. C'est notre Donat française. Magnifique. Franchement, en plus, elle ressemble un petit peu. Il y a un truc, hein. Ah oui, Non, c'est la c'est même. notre mascotte. Elle ressemble à mort. Même le caractère. Même le caractère, c'est vraiment, Ah ouais. c'est vraiment une poseuse tout pareil. Magnifique. Très très belle. Par contre, elle aime pas trop la tiare. Mais elle est Faut contente. lui enlever t'es la contente. pauvre. Oui, t'es contente. Belle. Elle est trop belle. Oui, alors ma question, pardon. Il me semblait avoir vu qu'il existait déjà des adaptations graphiques sous format, je crois, webtoon et peut-être un roman graphique aussi. Je me demandais si c'était un projet de poursuivre, d'adapter ça pour le lectorat francophone dans votre maison d'édition, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi? Alors pour l'instant chez Lorston, c'est pas en projet, mais on travaille avec plusieurs maisons cousines qui font du graphique, de l'illustré, et donc chez eux, en tout cas on en discute un petit peu avec eux, puisque comme on a les droits de la trad, en fait nous on pourrait les aider justement à traduire la version illustrée, et donc ça pourrait bien se faire comme ça. Pour l'instant c'est pas acté, mais moi j'aimerais bien, c'est clair. Ok, merci. Je suis tout perturbé parce qu'effectivement j'avais oublié de reboucler avec Clébriane qui avait 2 idées de questions et on était parti sur le fait qu'elle poserait l'autre. Mais, Pardon, mais pas grave. je me suis dit que je préférais celle-là finalement. Y a pas de problème, c'est très bien.
Et aider, je sais pas d'où c'est sorti le aider, Adeline. T'inquiète, ça sort beaucoup, je sais. Oui, bah, du coup, je vais poser l'autre question qui était du coup un très bon point de départ. Pourquoi avoir choisi Dungeon Crawler Carl? Qu'est-ce qui a attiré dans cette œuvre? Pourquoi avoir voulu éditer? Désolée, je me Pour suis perdue. tellement de raisons, je pense. Mais la première, c'est que quand on a créé Lorestone, l'idée c'était d'importer la lit RPG, qui est un genre très spécifique, qui n'avait pas vraiment de place, pas vraiment de lumière en France. Et donc pour ça, moi, mon objectif, c'était de ramener les séries les plus fortes possibles. Et Dungeon Crawler Carl, c'est clairement une série qui s'est imposée là-bas comme un mastodonte. Et entre-temps, depuis qu'on a acheté les droits, ça a encore plus explosé. Mais à l'époque, déjà, c'était un vrai phénomène. Et puis en plus, moi, quand je me projetais sur le public français, sur ce qui pouvait plaire, je voyais dans Dungeon Crawler Carl plein de choses qu'on trouve pas forcément dans d'autres romans ou dans d'autres séries, que ce soit le sens de l'humour un peu particulier, la façon dont les éléments de lit RPG sont amenés sont pas tout à fait les mêmes que dans nos autres séries. Il y a quelque chose de plus léger, de plus pop, qui fait que pour moi c'était une évidence que Dungeon Crawler Carl devait être un de nos premiers titres. On a lancé 2 titres en simultané à notre lancement, donc Dungeon Crawler Carl et Primal Hunter, et pour moi c'était évident que le premier tome de Dungeon Crawler Carl devait être un de nos 2 titres de lancement. Merci beaucoup. Très bonne réponse. Non, Faïs, que du coup, ça répond un peu à ta question, donc Ça je sais répond pas un si tu peu veux à ma répondre. question, mais on peut aller plus loin parce que du coup, Dungeon Crawler Carl ayant été le premier titre de la maison d'édition en simultané avec le second titre. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous amener dans les coulisses de la com? Parce que comment on crée une maison d'édition autour d'un titre? Ça doit être un sacré challenge, non? C'est un sacré challenge, ça c'est sûr. Je pense que nous, on s'est pas posé trop de questions honnêtement au tout début. On était juste hyper convaincus par l'idée que la LitRPG devait avoir une maison de référence en France. On était tellement contents de pouvoir être les premiers et donc d'avoir un petit peu le choix du roi, de faire ce qu'on voulait. On avait tous les titres à dispo, quoi. Personne n'avait acheté quoi que ce soit, donc on pouvait faire littéralement ce qu'on voulait. C'est comme si on était le premier éditeur de fantasy et qu'on pouvait publier à la fois du coup toutes les séries dont les associations sont représentées ici. Enfin, ce serait vraiment incroyable. Donc moi j'étais juste hyper excité. Et puis tout s'est mis en place un petit peu tout seul parce que tout le monde était hyper engagé en fait dans l'équipe autour de Lorestone, que ce soit au marketing ou commercial ou tout ça. En fait, tout le monde était hyper passionné par le sujet, par l'idée de ramener quelque chose de différent, d'aller chercher des lecteurs différents et d'aller faire lire des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire. Je pense que Dungeon Crawler Carl en particulier, c'est une de ses grandes qualités, c'est que ça parle à des gens qui peut-être actuellement trouvent pas forcément ce qu'ils veulent ou n'ont pas l'impression qu'il y a ce qu'ils cherchent en librairie. Et donc c'était vraiment ça qui nous a un petit peu porté et qui a fait que on était coincé dans une illusion de tout est facile, c'est pas grave, on va y arriver. Et on a réussi au final, mais c'est vrai que ça a été très difficile. Mais voilà, je pense que la passion, c'est ça qui porte finalement, et c'est ça qui fait que à la fin, on survit. Ah, c'est sûr que c'est super original en plus pour le coup, comme nouveau genre littéraire. Nous, c'est vrai que ça a beaucoup plu, que ce soit, alors personnellement sur la garde de nuit, mais j'ai l'impression un peu partout autour de nous Toutes et les, j'ai l'impression. tous les fandoms, hein, franchement, on parle de Dungeon Crawler Carl partout. Et du coup, le chat d'Anafa est quasi devenu notre mascotte personnelle. C'est notre donut. Et Ipiu, du coup, tu avais une question un peu en follow-up de ça. Moi, je me demandais, justement, comme là, la maison est assez récente, vous avez clairement réussi à trouver un public qui est hyper réceptif. Et du coup, je me demandais si tu pouvais peut-être nous parler un peu de ce que plutôt tu prévoyais, de ce que t'aimerais. Ça serait quoi un peu les ambitions de la maison? Est-ce que, par exemple, vous voudriez faire de la lit RPG francophone et pas forcément que de la traduction? Est-ce que peut-être, alors t'as un peu répondu sur la question des formats tout à l'heure, où ça serait plutôt pour du roman, mais du coup là peut-être nous parler un peu de comment ce que t'aimerais, ce que tu prévois pour là
la maison dans les temps à venir. Ouais, complètement. En tout cas, déjà, t'as juste sur un point, c'est que bien sûr, faire de la lit-RPG francophone, c'est complètement dans les cartes pour nous. C'est ce qu'on veut depuis le début. Malheureusement, comme la lit-RPG n'existait pas avant qu'on arrive, en tout cas, c'était pas connu et c'était pas présenté sous ce terme, bah, j'avais pas trop de légitimité à demander à un auteur de demander d'écrire. Là, maintenant, on commence à avoir un peu plus de visibilité. Les gens commencent à comprendre ce que c'est, commencent à en comprendre les codes et les tenants et les aboutissants. On peut espérer avoir quelque chose qui va être écrit en français et qu'on va pouvoir publier. Donc ça, c'est carrément un projet pour bientôt. Mais après, autrement, je pense que l'idée, ça va être surtout de continuer nos séries, de rester concentré sur ce qu'on a déjà en route. Je veux pas trop non plus qu'on se dilue et qu'on lance 4000 séries en parallèle. Notre équipe, c'est quand même une équipe à taille humaine, quoi. On est un petit nombre, donc on peut pas non plus trop se disperser. On a quand même envie de continuer à explorer d'autres saveurs de la lit RPG, et c'est ce qu'on a fait toute notre première année, en fait. Toutes nos séries, jusque-là, toutes celles qu'on a lancées sont très différentes les unes des autres. Et on va continuer dans cette lignée-là. Les séries qu'on va lancer à partir de maintenant seront vraiment différentes de celles qu'on a lancées jusqu'ici. Toujours dans cette logique pour nous, le plus important, c'est que quelqu'un découvre le genre, notre maison, l'imaginaire, à travers un titre qui lui parle. Et donc pour ça, moi je vois ça vraiment comme des portes d'entrée. Et la logique, c'est de créer des portes d'entrée différentes les unes des autres pour que chaque personne trouve sa porte d'entrée qui lui va. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, on reste et on peut lire. Il y a tellement de choses à lire en imaginaire, c'est ça qui est génial. Mais je pense qu'il faut trouver le premier livre, c'est ça le plus dur, c'est ça le vrai défi aujourd'hui des lecteurs et des éditeurs. C'est de trouver le premier livre de quelqu'un. Et c'est ça qu'on continue de faire chez Lorston en tout cas. Et on a hâte. Après, quelque chose sur lequel on va rester hyper investi, c'est notre volonté de proposer un maximum d'accessibilité sur nos titres. Donc ça veut dire qu'on va continuer à faire non seulement du papier, du numérique, mais aussi de l'audio. C'est vraiment au cœur de notre projet, en tout cas, de parler à tous les types de lecteurs. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des livres pas très très chers. Et enfin voilà, c'est toute notre logique est articulée autour de ça, c'est qu'on puisse toucher un maximum de lecteurs et éventuellement en créer des nouveaux. C'est parfait parce Pardon. J'allais dire, j'ai découvert Dungeon Color Carl avec justement la version audio et je trouve que vraiment c'était parfait, quoi. C'était hyper immersif, c'était génial. Ouais, non, vraiment, c'était incroyable. Génial. Et c'est parfait parce que donc là, je pense que tu as un peu répondu. Il y avait une des questions dans le chat, c'était pourquoi le choix de format un peu semi-pop, pratique et économique, mais pas commun. J'imagine que c'est un peu ce que tu disais. Ouais, complètement. C'est la raison économique qui a guidé mon choix au tout début quand on a pensé à quoi ressembleraient nos objets livres. C'est de se dire, on arrive avec un nouveau genre. Personne a de raison aujourd'hui, enfin à l'époque du coup, en novembre 2024, personne n'avait de raison d'aller acheter un titre de Lorston. On n'avait aucune légitimité, on était tout nouveau. On était là à brandir un terme lit-RPG que personne connaît et à dire c'est nous les premiers, mais enfin, voilà, on n'avait vraiment pas beaucoup d'arguments, moi je trouve. Donc je me suis dit il faut vraiment y aller fort sur le prix, être très très facile en fait à acheter. Et ça en fait c'est resté un truc hyper essentiel pour nous parce que c'est des séries qui sont longues. On est un peu dans la même mécanique que les mangas. Alors les mangas c'est pire, mais on est un peu dans cette même mécanique des séries qui sont quand même à plus de 5 volumes. Donc pareil, faut penser un petit peu au porte-monnaie des lecteurs. Et si on doit s'enquiller 10 romans pour Dungeon Color Carl, du coup c'est ce qui se profile, c'est 10 tomes pour la série. Et si je les fais tous à 20 ou 25 euros, comme c'est la moyenne aujourd'hui pour de l'imaginaire en grand format, c'est... Bon, c'est quand même compliqué, quoi. Alors moi j'avais une autre question qui est à propos de l'accueil du grand public parce que c'est super dur de se rendre compte je trouve quand on est dans sa communauté, dans son cercle. J'ai l'impression que Dungeon Color Carl ça a complètement explosé cette année, que ce soit aux US ou en France. Enfin, aux US moi je pense alors c'est pas forcément un critère représentatif mais les Kickstarter de Dungeon Color Carl qui qui viennent presque rivaliser avec des Kickstarter de Brandon Sanderson. Donc c'est une mesure comme une autre, mais
J'ai vraiment l'impression que c'est un énorme succès à l'international. Autour de moi, j'ai l'impression que ça marche très bien, mais il y a le biais du fait que je fais lire ça à tout le monde autour de moi, donc forcément, les gens autour de moi le lisent. Ah, Mais merci. comment est l'accueil du grand public? Comment est l'accueil dans les différentes communautés? L'accueil est bon. Globalement, pour toutes nos séries, on a vraiment un très bel accueil sur tous les formats. Dungeon Crawler Carl, effectivement, c'est la série qui se démarque le plus parce que justement, il y a cet engouement un petit peu international autour de la série. On est quand même la première version internationale de Dungeon Crawler Carl, c'est la première traduction, la française. Et pour les autres séries, on est la seule traduction, sauf Primal Hunter, pardon. Primal Hunter a été traduit en allemand avant qu'on arrive. Mais ouais, Dungeon Crawler Card, clairement, ça a très bien pris. Le public français nous a très très bien accueillis. Et je pense qu'on a surtout eu un gros public de libraires très très fans de la série, qui nous a vraiment fait beaucoup de bien en termes de mise en avant, en termes de pédagogie aussi auprès des nouveaux lecteurs pour expliquer ce qu'était le genre, pour expliquer ce qu'était la série. Je pense qu'en plus Dungeon Crawler Card, il y a un vrai... Enfin, c'est un faux défi parce que c'est pas non plus super dur de le pitcher, je trouve, mais en fait, c'est tellement grotesque comme pitch de base de dire bon, il y a des aliens qui arrivent et il y a ce mec qui va chercher le chat de son ex, mais il est en caleçon et du coup, après la Terre elle est détruite. Enfin, je pense que c'est un pitch quand même qui est assez rocambolesque, je pense, quand on le sort au début. Et le fait que justement on ait ce public de libraires qui aime autant en fait Dungeon Crawler Carl. Ça nous a vraiment complètement porté et ça a beaucoup aidé justement à tout ce qui fait le succès d'un livre, le bouche à oreille, la pédagogie, les recommandations, les conseils, et ensuite tout ce qui va avec aussi sur les réseaux sociaux, des gens qui en parlent, des posts qui deviennent plus ou moins viraux, enfin voilà, plein de choses qui sont très très chouettes et enfin, nous on est vraiment très très contents en tout cas de cet accueil et oui, ça marche bien Dungeon Crawler Carl, on n'est pas sur les chiffres des séries que vous représentez, mais c'est quand même des très beaux chiffres pour une série qui est arrivée il y a un peu plus d'un an. Donc non, on est vraiment ravis. Et on pense en plus que le futur s'annonce plutôt bien. On a le tome 5 qui est annoncé pour avril, et on a le tome 6 qui va sortir avant la fin de l'année aussi. Donc de quoi relancer un petit peu l'intérêt pour le tome 1, pour toute la série, donc on est très content. Bien. Norpa, j'ai vu que tu avais une question en plus. Ouais, moi je me demandais aussi comment s'est passé le boulot avec Matt Diniman. Du coup, vous disiez que c'était la première traduction en français, enfin dans le monde. Du coup, comment ça se passe avec l'auteur? L'auteur est très sympa pour le coup. On a eu pas mal de questions pour la traduction du tome 1, du tome 2, du tome 3, le tome 4 un petit peu moins. Mais pour ces 3 premiers tomes, on avait pas mal de questions parce qu'en fait, il fait beaucoup de références à des événements qui ne se sont pas encore produits, même dans les tomes sortis aux US. Par exemple, il parle de... Je me rappelle plus ce qu'on a choisi en français, mais The Ascendancy. C'est quelque chose qui cite, qui va se passer dans le niveau 12, et en fait, techniquement, ça n'est pas encore sorti aux US, ce qui se passe dans le niveau 12 du donjon. Donc, on a dû littéralement lui demander, peut-être que tu sais pas encore tout à fait ce que c'est, mais c'est quoi l'idée? Comment est-ce qu'on peut traduire ça? C'est quoi l'essence du truc pour qu'on trouve quelque chose? Donc voilà, il y a ce genre d'éléments. Et pour le coup, il a été très rapide pour nous répondre. Il était très content. Mais en même temps, il est très très pris. Là, le succès aux US est, comme tu l'as dit, John, ça a vraiment explosé en début 2025. Ça a vraiment explosé de chez explosé. Et donc oui, il a beaucoup de tournées. Il est en train d'écrire non seulement le tome 8 du coup qu'il a terminé et qui va bientôt sortir aux US, mais aussi il sort un one-shot, Opération Bounce House. Donc voilà, il est très très pris. Mais pour le coup, il a su se rendre disponible pour nous, nos questions, et je pense qu'il a aimé en tout cas le fait qu'on était aussi engagés. Donc tout va bien. Je pense qu'il y a eu aussi un petit truc, une des questions qu'on lui a posées, c'était pour les traductions de titres. Il y a plein de choses en fait qui étaient très très difficiles à traduire, notamment le tome 2. On s'est vraiment creusé la tête pour trouver un équivalent à ce titre US qui marche en fait parce que la grammaire anglaise permet ce type de jeu de mots et ce type de petits clins d'œil, mais chez nous ça marche pas du tout. Non, franchement, il a été top. On a eu de super échanges avec lui et on est très content en tout cas du résultat que ça a donné à chaque fois quand on est passé par lui pour avancer.
Non. Merci. Merci beaucoup pour tous ces détails. Je sais pas si les filles, vous avez une question de follow-up ou Pas forcément une question, mais en fait, pour rebondir sur le côté, le travail avec Maddie Niemann et plutôt sa réaction, j'ai vu passer un réel, il me semble, de lui qui réagit à l'audiobook en français et qui a l'air de l'avoir beaucoup apprécié, c'est dire tout le travail que vous avez mis dedans. Donc, félicitations. C'est la voix de l'ordinateur qu'il entend, je me rappelle. Ouais. Merci beaucoup. Et alors pour finir, j'ai gardé, tu l'as un peu fait tout à l'heure, mais j'ai gardé la question du chat qui me paraît être une bonne conclusion, qui était bonsoir, bonsoir. Toute petite question pour vous. Si vous ne deviez prononcer qu'une seule phrase pour nous donner envie de lire ce bouquin, laquelle ce serait? C'est ce que tu disais qui était difficile à faire. Ouais, c'est hyper dur. Ouais. Alors, je pense qu'on a triché et que je vais tricher, je vais regarder ce qu'on a mis derrière. Ah non, mais non, il faut pas tricher, Robin. Si, le petit pitch là qu'on a écrit, le truc en italique, c'est marrant, je trouve. Un homme, le chat de son ex, un jeu télévisé sadique où leur survie dépend de leur capacité à tuer avec style. Ça va, c'est marrant. On a bien trouvé ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est très bien trouvé. Donc on parle de donuts. Ah, évidemment. Ouais, je pense que le côté l'invasion alien où tous les bâtiments sont détruits, c'est rude. Je trouve ça, il faut l'enlever du pitch. Ça m'a surprise au début quand ça arrivait. Spaf! Allez, ok. Moi, je pense que dans le roman, ça passe bien parce que ça arrive vite et on passe vite à autre chose. Mais je pense que si on en fait un point quand on essaie d'expliquer le Non, pitch c'est trop du- dramatique, c'est ça rude. va pas dans le reste. C'est... Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup Robin d'être venu. Merci beaucoup d'avoir décidé d'éditer John Crawler Carl et de nous avoir permis de le découvrir. Merci beaucoup d'avoir été partenaire avec nous également de Ça cette fait- édition. Fendival, c'est Alors, vraiment vous un avez les honneur. lots. Merci beaucoup, merci à vous et merci à tous les gens du coup qui ont voté pour nous dans les fandoms et sur les forums sur lesquels vous êtes présents. En tout cas, on est très 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 contents. On va pouvoir l'annoncer à l'auteur. Pour l'instant, on l'a pas fait. Je me suis dit on va attendre l'annonce officielle, mais on est vraiment ravis et je pense que lui aussi va l'être très content. Bien. Je suis contente. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors du coup, on va passer au prix francophone, mais tu restes avec nous du coup, Robin? Et Oui, je reste avec vous parce que j'ai très hâte de savoir qui gagne. Oui, donc du coup, effectivement, on va passer au prix francophone. Donc je l'ai pas annoncé vocalement, mais le deuxième tirage au sort pour gagner Dungeon Crawler Carl tome 1 est lancé. Il est encore en cours, donc si vous le voulez, allez participer au tirage au sort. À l'occasion de remercier du coup encore une fois Lordston pour les cadeaux. Et donc le prix francophone, donc rappel des nommés. Je vous refais pas le brief du prix parce que ça s'est passé de la même façon que pour le prix international. Rappel des nommés. Donc pour le prix francophone, nous avons Aatea d'Anoukpor paru chez Argile, Minuit passé de Gaël Genillier paru chez Delcourt, Nous de Christelle Dabos paru chez Gallimard Jeunesse, et Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian paru chez Les Forges du Vulcain. Et le gagnant est, nouveau roulement de tambour s'il vous plaît. Et le gagnant est Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian. Félicitations. C'était, alors pour le coup c'était très très serré, je peux vous le C'était dire. super serré. C'était un peu moins serré en international, mais c'était très très serré en francophone. Et du coup, notre premier cadeau qu'on va vous faire gagner est l'intégrale. On peut pas vous le faire tout de suite en fait. Parce Oui, il que faut attendre que l'autre tirage soit fait. Soit fini, mais il est bientôt fini. Ouais. il est bientôt fini. Donc je peux vous annoncer que le premier tirage que vous allez pouvoir gagner, ça sera l'intégrale de Capitale du Nord aux Forges du Vulcain. J'ai le droit de jouer, moi, ou pas? Non, Non. Non, tu es là. Désolé. Tu n'as pas le droit de jouer.
Donc félicitations à Une valse pour les grotesques et on a une nouvelle surprise pour vous. Donc de nouveau roulement de tambour. Tadadam. Gada, 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 gada. De nouveau un invité. Et, Quel invité? Eh oui. et de nouveau un invité en effet. Donc on a Guillaume Chamanadjian qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis vraiment très très flatté. C'est vraiment super. Bah, écoute, c'est un plaisir. Pareil, on est très content que tu sois là, que tu nous aies fait l'honneur de venir nous rejoindre sur notre live. On est vraiment, en vrai, on est vraiment content que vous ayez pu tous les deux faire une apparition. C'est très gratifiant pour nous. Donc du coup, bah pareil, félicitations et on a également préparé des petites questions. Et donc le chat, si vous avez des questions pour Guillaume, vous pouvez aussi les mettre. Et si elles sont pertinentes à mon goût, je les transmettrai. Et bah on peut commencer tout de suite par la question de Nympha. Oui, alors moi, ma question, c'était du coup, après la tour de garde et un univers partagé, vous êtes parti sur un univers qui est beaucoup plus onirique. Alors comment on passe de Nox à Johan? Alors c'était compliqué parce que Nox, j'ai vécu pendant pas mal d'années avec lui. C'est un personnage qui est très très avenant, qui est hyper chaleureux. Et justement, je m'étais dit bah faut changer un petit peu de type de personnage. Donc déjà changer de narration. On n'est plus au personnage qui parle à la première personne et qui raconte ses propres aventures. Donc l'idée c'était d'arriver sur un personnage qui soit vraiment très très différent. Donc le choix c'est un peu porté sur Johan qui est un personnage un peu plus on va dire un peu plus fermé, un peu moins ouvert sur les autres et qui en même temps a cette espèce de besoin de se laisser envahir par la ville un peu à l'image de Nox, hein, même si la ville est très très différente. Et puis d'avoir au final trois personnages qui rappellent un peu parce qu'il y a Johan et évidemment mais il y a également les deux personnages féminins qui l'accompagnent donc qui sont tour à tour narrateurs l'une et l'autre et qui font un peu les trois mouvements de cette valse du titre. Merci. Merci. Je fais debout. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais Oui, c'est très bien. Bon. Je pense qu'une mauvaise réponse. Mauvaise réponse, non. Non, c'était pas ça la réponse. Ce serait horrible qu'on dise ça, quoi. Alors on annule l'attribution du prix car parce qu'il y a une mauvaise réponse. Hein, non, mais c'est ça. C'était un test et tu l'as échoué. Ouais, zut. on va garder ce prix. Et Adeline, à ton tour de poser ta question. Oui, alors du coup, j'ai vraiment adoré Une valse pour les grotesques et l'une des raisons pour lesquelles j'ai adoré, c'est la forme, la manière dont c'est écrit. Donc justement, tu parles de la valse qui a aussi une grande importance dans la forme. Mm-hmm. Excusez-moi, je peux Non, attends, je l'arrive. Pas de souci. Aïe 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 aïe. Les soucis du direct, je vous le dis. Donc la forme, et je voulais savoir quelles étaient les inspirations justement pour arriver à cette forme. Qu'est-ce qui t'a plu et que tu Pour as la voulu forme, intégrer? Bah, en fait, je voulais déjà, c'était un peu le cas déjà sur la tour de garde, je voulais que le fond soit en adéquation avec la forme. Le fond, en fait, c'est parti d'un voyage en fait
à Bologne, en Italie, et notamment on a visité à Bologne en fait le musée de la médecine qui est dans un palazzo de la Renaissance et où il y avait des écorchés, et notamment des cires anatomiques. Et c'est vraiment en bloquant sur une de ces cires anatomiques qui était absolument sublime que je me suis dit il y a quand même une espèce de il y a à la fois ce côté vallée de l'étrange, on constate, on contemple finalement une œuvre d'art qui sert aussi. Donc une cire anatomique, une statue de cire dont on peut enlever les organes internes en fait pour étudier la médecine tout simplement. Sauf que là, il y avait un côté, c'était quelque chose de très très artistique. Et je voulais que justement ce côté artistique ressorte aussi bien dans le fond que dans la forme, puisque ça parle. Enfin, finalement, c'est quand l'art devient de la magie, ce qui se passe dans ce roman. Et du coup, puisque je voulais parler d'art et de peinture et de sculpture, je me suis dit tant qu'à y être, autant le faire avec la musique aussi. Et donc la musique a un peu rythmé tout au long de la construction du récit. Dès le début, je me suis dit tiens, puisque c'est une musique, à l'époque on est début on est début 19e siècle, donc la musique, alors qui n'est pas encore une musique, une danse très populaire en Europe, mais qui commence quelque part, c'est la valse. Donc la valse a cette particularité, il y a 3 temps dans une valse, donc on va structurer trois parties, 3 narrateurs, 3 histoires différentes qui s'entrelacent et qui finalement finissent par se rencontrer et danser quelque part un peu ensemble. Et donc c'était un peu comme ça, à partir de cette idée un peu folle quand même. Je pense que c'est pas comme ça que la plupart des auteurs structurent un récit. Ça m'étonnerait que ce soit inscrit dans les règles pour écrire un roman. Mais je me suis dit oui, tant qu'à y être, cette structure quelque part, là, elle va parler au lecteur puisque tout le monde sait un peu ce que c'est qu'une valse et puis quand bien même, je vais essayer de rendre ça compréhensible. Voilà. C'était très réussi, franchement. Merci. Et du coup, un peu juste en question complémentaire de ça, mais est-ce que tu as une bande-son d'écriture ou de lecture? Est-ce que tu as des recommandations de valse Excellente question. qui ont beaucoup porté ça? Oui, alors j'ai ce que j'ai beaucoup écouté en fait pour l'écriture, pour m'inspirer, c'était alors pas forcément des valses, même s'il y en a. Mais notamment beaucoup de musique d'OST en fait de films des studios Ghibli, hein. Donc aussi bien Kiki et la petite sorcière où il y a notamment une très jolie valse. Il y en a aussi une, c'est plus étonnant, mais dans Porco Rosso, elle est un peu cachée, elle s'appelle pas valse, mais il y a vraiment une musique qui a cette rythmique à 3 temps, etc. Et puis j'ai quand même réécouté quelques valses un peu classiques du Shostakovich ou des choses comme ça. Et aussi un de mes morceaux que j'ai pas mal écouté et que j'aime beaucoup, il est très très mélodieux. C'est dans la BO du film Old Boy de Park Chan-wook. Il y a un morceau qui s'appelle The Last Valse, qui est une valse, comme son nom l'indique, et qui est vraiment très très chouette. C'est rigolo que tu parles de Ghibli parce que du coup, Ouais. je me rappelle que quand on avait fait le live où on discutait avec la garde de nuit du roman, on s'était dit qu'on rêverait de voir Ghibli adapter la valse pour les grotesques. Pour nous, il y avait une vraie Voilà. logique, une vraie filiation. Voilà, il y a quand même une filiation. Mais en fait, c'est vraiment, ouais, effectivement, parce qu'il y a ce côté un peu, c'est une ville perdue dans les montagnes. Il y a ce côté un petit peu onirique que je voulais faire ressortir, et puis moi, les musiques de Joe Hisaichi sur les films du studio Ghibli sont, pour moi, parmi les partitions les plus magnifiques qui aient jamais été écrites. Super, merci. J'en profite pour signaler qu'on a donc lancé le tirage au sort pour gagner Capitale du Nord. Donc on l'a fait dans le chat, mais s'il y en a qui sont juste à l'audio, qui font pas trop attention, vous avez encore un peu de temps pour aller participer au tirage au sort. On va continuer avec la question Deep You. Oui, alors déjà du coup merci d'être là encore une fois. Et puis moi j'aurais voulu reparler des grandes thématiques, un peu des disciplines qui sont abordées dans une valse pour les grotesques, puisqu'il est question de science. Enfin, t'as parlé de la chiroplastie, de la médecine, et aussi beaucoup de questions d'histoire. Et donc j'aurais bien aimé savoir quel était un peu ton processus en fait de documentation, de recherche.
et peut-être savoir où placer le curseur, un peu le point de friction entre là c'est le moment de la réalité où je m'arrête et où mon imaginaire commence et je prends cette liberté là, et où non, ça fait partie de la réalité, et ça je veux le garder parce que c'est important pour moi que cet aspect là reste réel dans mon univers de fiction. Alors ouais, il y a le côté histoire effectivement que je trouvais vachement intéressant. Bon, c'est une uchronie, hein, une valse pour les grotesques. Mais plutôt que de dire c'est une uchronie avec un événement qui change tout du jour au lendemain et tout devient très très différent. Le parti pris que je me suis dit, c'est finalement l'Uchronie, elle a commencé 500 ans auparavant. Au début de l'Empire germanique. Et finalement, la branche qui s'est créée, entre guillemets, qui fait une histoire parallèle, elle s'est éloignée petit à petit. Et elle s'est tellement éloignée qu'au bout d'un moment, l'histoire normale la rappelle à son... Enfin, la rappelle à l'ordre, et c'est le début du récit, en fait. Cette espèce de moment où, en fait, ça ne va plus. Les deux réalités sont trop éloignées l'une de l'autre. Donc, et alors du coup, comment est-ce que je me suis renseigné là-dessus? J'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire de l'Empire germanique qu'on connaît assez mal en fait, parce que c'est pas très très enseigné finalement en France, et notamment, alors c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça m'intéresse pas du tout, mais j'ai lu aussi pas mal de choses sur la famille Habsbourg, qui est quand même une famille emblématique qui a un peu hanté tout l'Empire romain, tout l'Empire germanique jusqu'à la fin, jusqu'à l'Empire d'Autriche. Et notamment ce que je trouvais extrêmement intéressant et qui du coup c'est en fait l'acte d'élévation. Alors c'est un truc un peu technique, je vais essayer de faire vite, mais le jour où il y a eu un acte de l'empereur qui les a élevés au rang où ils sont devenus et qui leur a permis en fait de prendre la main sur la moitié de l'Europe, puis quasiment toute l'Europe au bout d'un moment. Et en fait cet acte qui s'appelle le Privilegium Magnus, donc un terme latin que j'ai un peu compris. Cet acte est un faux, et tout le monde le sait. C'est-à-dire que c'est vraiment la famille Habsbourg qui l'a créé de toutes pièces. Qui en fait a fait et comme c'était une famille qui prenait de la puissance à l'époque, personne n'est allé leur dire ah bah non, votre acte c'est un faux. Même l'empereur a laissé faire en disant bah ok, c'est pas moi qui l'ai écrit l'acte, mais puisque c'est comme ça, laissons-les faire. Et je me suis dit finalement quelque part c'est exactement comme dans le roman, c'est un peu l'écriture, c'est-à-dire c'est ce moment de bifurcation extrêmement important où à partir d'un faux, enfin d'une histoire complètement inventée, la réalité se recrée et finalement on arrive à une des familles les plus puissantes de l'Europe jusqu'au XXe siècle. Effectivement, c'est partant de cette idée qu'on pouvait faire des faux et créer une réalité alternative que le roman a été véritablement lancé. Puisque c'est ça l'histoire finalement de la ville dans le roman, quoi. Cousin, merci. Alors, avant de lancer la question suivante, je vais juste faire un retour un peu plus prosaïque, mais j'ai complètement oublié entre les deux de vous donner la dernière définition du jeu mot croisé. Donc, Ah oui. je vous la donne, c'est pour le mot 8. On était trop concentrés sur vraiment complètement autre chose, mais le mot 8, donc vieux parcourant la terre pour donner des conseils. Je vous le colle dans le chat. Je vous rappelle que c'est le dernier moment à peu près pour faire une story Instagram en taguant les quatre fandoms et pour être dans le tirage au sort réseaux sociaux. Là, c'est vraiment un bon moment, par contre, pour faire une petite publication Fandival. Vous avez un éditeur et un auteur en direct. Profitez-en. J'ai un écho qui est arrivé de... Ok, c'est bon. Donc, Kelly-Driane, est-ce que tu veux nous poser ta question? Ouais. Alors, du coup, après les références historiques, moi, c'était plus sur les références littéraires. Et je me demandais, en fait, si les références à Frankenstein, est-ce qu'elles se sont imposées un peu au cours de l'écriture, ou au contraire, est-ce que dès le départ, avec justement ce que vous disiez sur la visite à Bologne et
les figures en cire, c'est quelque chose qui s'est tout de suite imposé ou est-ce que c'est venu petit à petit? En fait, c'est venu petit à petit. La figure de Frankenstein, parce qu'effectivement, bah oui, tout est parti de la figure en cire, et puis quelque part, ces figures de cire qui prennent vie, c'était c'était quand même le sujet, enfin c'est pas des figures en cire dans Frankenstein, mais finalement cette œuvre qui prend vie entre les mains de son créateur, c'était quand même un peu le sujet d'un des plus grands romans de l'époque, hein, qui est Frankenstein ou Prométhée moderne de Mary Shelley. Et en fait, j'avais commencé à travailler sur le roman quand cette idée s'est vraiment imposée. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'avais posé l'action du roman aux alentours de 1817, 1818. Hein. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture du Frankenstein, c'était mes 2 ans avant. Donc, j'avais quasiment pas de modification à faire pour me dire, finalement, ça peut se passer complètement en simultané, ce qui est le cas. Toute la question qui se pose quelque part, c'est finalement, est-ce qu'avec ces retours à la réalité, ce côté un petit peu onirique de la ville, elle est perdue dans les nuages, on sait qu'elle n'existe pas, mais en même temps, il y a une histoire qui s'y déroule, et en même temps, il se passe quelque chose de très prosaïque, c'est-à-dire que Mary Shelley est vraiment à quelques centaines de kilomètres de la situation, sur le bord du lac de Genève, en train d'écrire son roman. Finalement, quelque part, est-ce que c'était pas une invention est-ce qu'une valse pour les grotesques, c'est pas un roman qui est en train d'être écrit dans les de quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, je me suis dit, je vais jongler avec cette idée quelque part et tisser des liens avec Frankenstein parce que ça avait pour moi du sens. Et puis avec ce côté, toujours garder en tête que ce roman, c'est aussi une valse sur les grotesques, puisque c'est un hommage entre guillemets à l'art d'une manière générale et un peu plus spécifiquement tout ce que moi j'appelle la proto-science-fiction, enfin les utopies lunaires, ce genre de choses qui sont citées dans le roman, parce que c'était la littérature d'imaginaire de l'époque, à un moment où la littérature est devenue un loisir de masse. En fait, le lier avec ce Frankenstein, pour moi, ça avait du sens puisque c'est vraiment un moment charnière, je pense, dans l'histoire de la littérature où les gens qu'on affectionne, littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, sont devenus en fait des littératures qui étaient suivies et lues par le grand public. Oh bien, merci. Merci. J'en profite pour vous dire que donc on a lancé maintenant le concours pour gagner cette fois l'intégrale de Capitale du Sud, toujours offert par les Forges du Vulcain, donc il y a une petite thématique. Robin, est-ce que tu avais une question ou un sujet de conversation pour Guillaume aussi? Une question d'éditeur que les auteurs détestent, mais tu travailles sur quoi en ce moment? Non, je peux en parler. Alors, la spécificité, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore annoncé, donc c'est un peu une exclue. Une exclue pour le festival. Ouais. Exclu pour le festival. Je suis en train de finaliser le texte qui va partir en impression normalement la semaine prochaine d'un nouveau roman qui va paraître en mars, donc le 13 mars. Félicitations. Voilà. Trop bien. Qui va s'intituler Heureux comme jamais. Ah, tu donnes tout du coup. Ah oui, Ouais. total. Bon, de toute façon, je pense que je vais l'annoncer là dans le courant de la semaine. Je vais faire un post sur les réseaux. Ça va. Et puis ça commence à sortir un petit peu puisque les libraires ont reçu les épreuves corrigées. Donc effectivement, voilà. Et ça sera de la SF. Ah, Pour le trop coup, cool. vraiment de la science-fiction. Ça se passe dans un vaisseau spatial, mais de la science-fiction. Alors roman court, un peu rigolo. Et voilà. Trop bien. Trop bien. Tu gardes le même illustrateur pour ce roman-là. J'ai bien envie de voir ce qu'il peut faire sur de la SF, honnêtement. Pour la couverture, hein. Ouais. Oui, ouais. Pour le coup, c'est Elena Vieillard effectivement qui fait toutes les couvertures de la maison d'édition, et c'est elle aussi qui a fait la couverture
Ouais, trop bien. Ça promet d'être magnifique parce qu'elles sont quand même sublimes, les couvertures. Ouais, très belle. C'est un tome unique. Oui, ouais, c'est un tome unique. Ok. Un tome unique, ça fera, oui, ça reste assez court, ça fera 200 pages. Hein. En tout cas, le chat est très très content. Ça parle déjà de le faire en MMA. Je pense que ça va être le cas. De toute façon, la garde de nuit et ses MMA à jamais égalé. Et MMA, c'est notre club de lecture en ligne, parce que ça peut être bizarre sinon dit comme ça. Oui. Excusez-moi, je commence à avoir l'habitude, mais... C'est les manuscrits de Mestre Aemon, et non pas un club de catch. D'accord. Excusez-moi, Ok, c'est vrai que c'est mieux de le préciser. Ouais. On va pas aller puncher sur le livre, on va le lire et en discuter. Est-ce que, alors pas du tout anticipé, mais est-ce que symétriquement, Guillaume, tu voulais poser une question à Robin, comme ça, au dépourvu, histoire de proposer une réciprocité, t'es pas obligé, je me Prends suis de cours comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis un peu pris de court. Non, mais en fait, je pense que c'est marrant parce que cette histoire de l'ITRPG, donc j'en ai entendu parler assez tôt du projet, et je trouvais ça un peu. Et du coup, je l'avais lu, je l'avais lu un peu avant parution, le début de Dungeon Crawler Carl. Et en fait, je m'étais dit, c'est assez marrant parce que je suis aussi joueur de jeux vidéo temps perdu, et c'est vrai qu'évidemment le lien entre les deux est quand même assez évident. Et du coup, ma question c'est, Robin, j'imagine que tu es joueur de jeux vidéo, à quoi est-ce que tu joues en ce moment? En ce moment, je suis perdu dans Octopath Traveler 0, qui est beaucoup plus long que ce que j'avais estimé quand je l'ai acheté. Et donc, ça ruine ma vie sociale. Je l'ai platiné et ça m'a mis en retard sur le rendu de mon manuscrit. Mais bon. Okay. Non, je crois pas que j'en suis proche de la fin, mais on avance. Je suis très content, je l'aime beaucoup. Il est très bien, je le recommande à ceux qui jouent et qui ont éventuellement une... Moi, j'y joue sur Switch et je suis très content. Et alors du coup, ça me fait une super transition pour une question qui est passée dans le chat, qui était, est-ce qu'un jeu de la tour de garde est prévu? Alors non, c'est pas prévu. On aimerait bien que... Bah, après, nous, on n'est pas créateur de jeux, hein, donc effectivement, on saurait pas faire. Je pense qu'on saurait pas avec l'ère du vivier, on saurait pas bien le paramétrer. Après, moi, j'ai joué. Alors, j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont alerté sur un jeu qui s'appelle Leaders, qui ressemble un petit peu. En fait, c'est assez marrant. Alors, c'est des parties assez rapides, mais il y a un peu ce côté chaque pièce a des mouvements différents. Et du coup, on a acheté le jeu et ça fonctionne effectivement très très bien. Et sinon, alors la grosse nouveauté aussi, le truc qui nous a pas mal étonné avec Claire ces derniers temps, il y a eu comme projet lancé par l'université de Rennes d'un colloque sur la tour de garde. C'est juste pour donner le cadre. Il fait par des universitaires, donc il y a des géographes qui ont travaillé dessus, où il y a une douzaine d'articles qui existent et qui parlent vraiment d'aspects de la tour de garde d'un point de vue strictement universitaire. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a deux articles sur le jeu, dont un qui propose des règles. Alors le jeu n'est pas réalisé, mais effectivement, il y a effectivement quelqu'un qui connaît pas très bien l'univers des jeux de société, qui a créé vraiment des règles de la tour de garde, qui a mis des petits diagrammes d'ailleurs dans son article pour reconstituer complètement une partie, la partie de la fin de Capitale du Sud. Et j'ai eu la chance de lire l'article, c'est très très étonnant, ça marche extrêmement bien. Donc j'attends avec impatience que cette personne se dise, mais il n'y a plus qu'à faire le jeu, quoi. Trop bien. Et on y joue au Festival 2027. Et voilà. On demande comment tu t'écris le jeu dont tu parlais. Ça a été répondu dans le chat. Hein, non, il y a eu Overpass, je crois. Octopass qui a été mis, mais celui d'après, le Eater ou Leaders. Leaders. Leaders, ok. Leaders, ouais.
Leaders. Super, merci. Est-ce que moi j'ai plus de questions ni sur le chat ni dans les questions préparées, donc je sais pas si l'une de vous a des questions supplémentaires. Moi, j'ai Ou une si, question pour à la fois Romain et Guillaume. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Bonne question. Alors, moi, je suis en train de... Vas-y, Guillaume, parce que moi, je sais plus. Je suis en train de terminer Le banquet des Ampouses de Olga Tokarczuk. Alors, c'est de l'imaginaire sans en être. Olga Tokarczuk, c'est une grande autrice polonaise qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années et qui a écrit ce bouquin, c'est son dernier paru en France, si je ne m'abuse, qui est en fait un bouquin qui parle de comment dire, de patriarcat et d'horreur. Voilà, mais de manière très très littéraire. Et c'est absolument extraordinaire. Ok, alors j'y vais. Moi, j'ai commencé le webtoon de Seule la mort attend la vilaine. Et donc j'en suis au tome 6, je crois. Et j'aime beaucoup, même si il y a les défauts des webtoons, on te fait poireauter un petit peu, tu sens qu'on te fait un peu perdre ton temps par certaines storylines, mais il est très très cool. J'en recommande quand même. Est-ce que tu peux le redire plus lentement parce que moi j'ai pas du tout. Pardon. Seule la mort attend la vilaine. Seule la mort attend la vilaine. Ok, merci. J'étais sur un Salamora. J'avais aucun mot. En plus, Tu nous fais une formule magique. Je sais que c'est le thème, John, mais. Super, merci. Merci beaucoup. Merci J'ai beaucoup. plus de questions. Je pense que je veux déjà de nouveau remercier Robin et Guillaume et globalement remercier donc tous les auteurs, éditeurs, traducteurs de la sélection parce que grâce à ça on a une sélection au top quand même. Ça a vu le jour grâce à eux d'abord avant d'arriver dans nos mains. Donc merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment très sympa. Merci et bravo pour ce festival, bravo pour cette deuxième édition, du coup, c'est ça? C'est ça, c'est la deuxième. Exactement, la deuxième et il y en aura sûrement plein d'autres. Ah bah hyper top, bravo. On espère qu'un jour le prix Fandival sera aussi connu que le prix Goncourt. Ah bah je n'en doute pas. Et être les premiers à le recevoir, ça sera un vrai badge d'honneur. Parce qu'on se souvient encore du premier Goncourt. Mais vraie question. Non, c'est pas une question. J'attends pas de réponse. Non, sur la page Wikipédia. Ah, ça triche toujours. Ouais. Non, mais en tout cas, non, c'est vraiment très très chouette. Et puis c'est des initiatives que moi je trouve vraiment super. Et encore une fois, très content d'avoir le prix. D'autant plus que je sais que, enfin, j'ai lu le bouquin d'Anoukor et il est vraiment excellent. Donc moi je vous dis, j'aurais voté pour lui. J'ai pas lu Christelle Labosse, mais j'ai lu effectivement enfin, j'ai pas lu Nous, mais j'ai lu La Pastille Miroir et c'est vrai que c'était vraiment très très bien. Donc voilà, je suis d'autant plus heureux et honoré d'avoir reçu le prix aujourd'hui. Ah, félicitations à tous les deux. Merci encore d'avoir pris le temps de venir avec nous. Et merci à tous les gens qui nous regardent, à tout le chat, à tous les gens qui nous ont suivis tout le week-end. Je pense qu'on a une scène conclusion qui est prévue. Oui. On va juste mettre une petite scène d'attente pour le temps que tous les organes nous rejoignent pour faire la clôture tous ensemble et déclarer la fin. Donc voilà. En tout cas, en attendant, mille merci de nous avoir rejoints. Merci au chat de nous avoir soutenus. Merci Guillaume, merci Romain. Vraiment, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci. Et merci à tous les votants aussi du prix. Oui.
Et n'oubliez pas tout ce qui est jeu et autres. Et du coup, je pense que c'est aussi important de le préciser pour le mot croisé, quand vous avez tous vos mots et toutes vos lettres. C'est pas dans l'ordre des 1, 2, 3, 4. Hein. Ensuite, vous devez remanier les lettres. C'est normal que ça veuille rien dire. Sinon, voilà. Parce que c'est une interrogation qui s'est posée. Donc je préfère le dire. Et puis merci aussi du coup à tous les éditeurs qui vont faire des lots et du coup notamment là les Forges de Vulcain et Lorestone pour les Oui. cadeaux. Merci aux partenaires en général, que ce soit en effet les éditeurs qui ont été tellement incroyables de nous envoyer tous ces lots, tous ces beaux cadeaux, et à Elbakin qui ont participé à nos côtés cette année pour leur carte blanche. Et du coup, je mets la scène d'attente et on se retrouve dans 3 minutes avec tous les À tout de lauréats. suite. À tout de suite.